L'évolution du Nutri-Score fait débat, comment Lindt Dubai Style a conquis les rayons, le gaspillage alimentaire encore trop important en GMS. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le média qui décrypte chaque semaine l'agroalimentaire. Bon, je suis très contente de vous revoir une fois de plus en vidéo sur cette chaîne. Beaucoup de sujets cette semaine et notamment l'évolution du Nutri-Score qui fait débat. Il y a quelques semaines, j'ai interrogé le docteur Erkberg qui a créé le Nutri-Score. J'étais ravie de pouvoir échanger avec lui. Je lui ai posé plein de questions. Si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien de mon podcast en note de cette vidéo. N'hésitez pas, c'est très très intéressant comme échange. Le Nutri-Score évolue. Le gouvernement a validé la nouvelle version le 14 mars 2025. Après des mois et des mois de tensions et de discussions. Concrètement, qu'est-ce qui change ? Un algorithme beaucoup plus sévère pour les produits ultra transformés, mettant notamment davantage l'accent sur le sel, le sucre et les fibres. Une meilleure différenciation entre les aliments complets et raffinés. Des ajustements pour mieux valoriser les poissons riches en oméga 3 et les huiles moins saturées. Une prise en compte de la présence des édulcorants dans les boissons pour limiter la consommation de sucre. Alors pourquoi cette mise à jour ? Vous l'avez vu, finalement il y a eu énormément de tensions et de débats autour du Nutri-Score. Le Nutri-Score il existe depuis 2017, ça fait déjà un moment, et il y avait notamment des tensions autour des aliments ultra transformés, et c'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse mise à jour, parce qu'il y a des aliments qui étaient bien notés et que finalement n'étaient pas si intéressants que ça d'un point de vue nutritionnel. Donc ce fameux Nutri-Score, tout le monde ne voit pas cette évolution d'un bon œil finalement. Il y a la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui a longtemps bloqué cet arrêté parce qu'elle disait que ça pénalisait les produits du terroir, les fromages, la charcuterie, et que ça allait avoir forcément un impact négatif. Bon, elle a finalement signé avec certaines réserves, mais on verra dans quelle mesure justement ça va impacter ce type de produit. Alors, il va y avoir forcément des conséquences pour l'industrie agroalimentaire puisque les marques qui utilisent aujourd'hui le Nutri-Score vont devoir se plier à ces changements. Alors, il y a ceux qui vont changer leurs recettes pour justement améliorer leurs notes. Il y a ceux pour qui ce changement de Nutri-Score n'a aucune conséquence, donc ils ne changeront rien. Et puis, il y a les autres qui probablement vont se désengager du Nutri-Score. Donc, on verra comment les choses vont évoluer. En tout cas, il y a déjà Intermarché qui a annoncé faire évoluer ses recettes pour maintenir des bonnes notes sur l'ensemble de ses produits. Affaire à suivre. Vous avez sûrement vu passer cette tablette de chocolat, la Lindt Dubai Style, tout le monde en parle. Mais comment un simple chocolat peut créer un tel engouement ? Alors Lindt a flairé le bon filon, a pris la tendance au bon moment et s'est emparé de celle-ci pour développer cette fameuse tablette de chocolat qui est vendue à, mesdames et messieurs, 9,99. La tablette, pas moins de 70 € le kilo. Alors je l'ai goûté, franchement c'est très très bon. Si ça vaut 10 €, ça, je vous laisserai discuter entre vous. En fait, ça m'intéressait de savoir d'où ça vient concrètement, parce qu'on voit, c'est assez surprenant d'ailleurs. J'étais cette semaine en tournée terrain à Carrefour et Cully, pour ne pas les citer, et dans l'allée centrale, il y avait ce fameux, cette mise en avant avec tous les packs Lindt et ce prix de presque 10 €. Mais c'était très beau et en tout cas assez surprenant. Et franchement, j'ai eu envie évidemment de comprendre d'où ça venait et comment cette tendance est arrivée en France. Alors j'ai creusé et je vais vous expliquer. Donc tout commence sur TikTok, une vidéo virale d'une influenceuse culinaire qui s'appelle Maria Vieira, qui a fait exploser l'intérêt pour un chocolat provenant de Dubaï. Son secret, c'est vraiment une texture ultra sensorielle et un effet crunch. Et c'est vraiment ça, regardez sur TikTok, il y en a beaucoup qui font des dégustations et on peut voir le côté dégoulinant de cette fameuse praline et un peu crunchy, c'est assez appétissant. Bon, le buzz, il a complètement explosé, complètement fulgurant, 100 millions de vues en quelques jours, c'est assez conséquent. Et donc ce chocolat a été lancé en 2021 par Sarah Hamouda à Dubaï. Donc ça a été un phénomène
qui a été analysée par moult et moult psychologues de la consommation, et notamment Marcel Ziben, je le dis sûrement mal, qui voit ici un cas extrême du pouvoir des réseaux sociaux et de nos choix alimentaires. Alors Lindt, forcément, ils ont flairé le truc, ils se sont emparés du truc, et puis en décembre 2024, ils ont lancé une tablette en édition limitée à 200 exemplaires dans leur boutique de l'Opéra, et résultat, en 3 heures, il n'y avait plus rien. Donc ça montre qu'il y a un intérêt qui est croissant. Donc ils se sont dit, on va développer une version industrielle qu'on va commercialiser dans certaines boutiques françaises. Donc ça a été épuisé en 10 jours. Et la grande distribution, forcément, s'en est emparée. Donc les premiers qui ont référencé cette tablette, c'est Carrefour. D'autres enseignes pourraient suivre. Pour l'instant, elle est limitée à certains points de vente. Et voilà, ce chocolat de luxe est à 9,99 €. La tablette de 145 grammes. Elle contient 45% de pistache. Personnellement, je ne l'ai pas tant senti que ça, et tant mieux parce que je ne suis pas une grande fan de pistache. Et c'est vraiment un positionnement évidemment haut de gamme. Quand vous regarderez la tablette, vous verrez de quoi je parle. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce que c'est une tendance de fond, un effet de mode, une tendance plutôt conjoncturelle, structurelle ? Moi, je vous livre mon analyse, elle est très personnelle, mais je serais ravie d'avoir votre avis. Pour moi, j'y vois vraiment un phénomène plutôt culturel. Je ne crois pas qu'on va consommer des dizaines d'années ce type de produit, parce que ça crée vraiment un effet de mode, et je crois que l'engouement, forcément, à un moment donné, ça c'est ma perception, il va finir par se tasser. Par contre, il y a vraiment une tendance un peu plus profonde qui se dessine, c'est plutôt l'effet et l'impact des réseaux sociaux. On l'a vu notamment avec Franui sur les framboises, les pastas feta. Vraiment, les réseaux sociaux et notamment TikTok peuvent lancer et faire exploser une tendance à vitesse grand V. Maintenant, c'est aux marques à flairer le truc et de se dire est-ce que je prends pas. La troisième chose que je vois, et je pense qu'il est importante à vous partager, c'est que le premium accessible, ça devient un vrai levier de croissance en GMS. Quand on regarde les dernières innovations qui ont performé, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que des produits plaisir et quelques produits, même premium, qui sont assez, qui peuvent interroger dans une période quand même de crise où les Français, regardent leur portefeuille. Un tiers des Français sont en souffrance, mais ce chocolat illustre qu'on peut se faire plaisir à un coût raisonnable. Je suis pas en train de juger le 10 € la tablette, mais bien le rapport entre le plaisir et le prix qu'on y met. C'est un bon cas marketing, je trouve. Troisième et dernière actualité de la semaine, on en est où du gaspillage alimentaire ? Alors, chaque année en France, on jette 24 kilos de nourriture consommable par an. C'est l'équivalent d'un repas par semaine qui est jeté à la poubelle. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le baromètre anti-gaspillage qui a été réalisé en 2025 par Commerceau et Dinata et qui tire la sonnette d'alarme. Il y a 29% des grandes surfaces qui déclarent jeter des produits plusieurs fois par semaine et donc 4% quotidiennement. J'ai été assez sonnée quand j'ai vu ça parce que je pensais que c'était quelque chose qui était acquis dans les mœurs. Mais encore une fois, on n'a pas la réalité en magasin, la réalité de la consommation, ça demande beaucoup de gestion de stock, etc. Donc je pense que le constat est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air si on l'analyse, mais c'est intéressant. C'est assez inquiétant quand même, dans le sens où il y a des lois qui légifèrent l'anti-gaspillage, et notamment la loi Garot, en 2016, qui a été instaurée pour justement obliger les magasins de 400 mètres carrés à donner leurs invendus aux associations, et qui interdit la destruction de denrées alimentaires. Et en fait, ce que nous délivre cette étude, au-delà juste du gaspillage, c'est que la RSE, elle semble être en recul. Je pense que ça surprendra personne de dire ça, parce que en fait, on lit que, je cite, 42% des entreprises envisagent de réduire leurs engagements environnementaux en raison du contexte économique et géopolitique. Encore une fois, je suis pas là pour donner mon avis, je relate juste des faits, mais c'est quand même un paradoxe parce qu'il y a 90% des entreprises qui disent être convaincues dans leur rôle de lutte contre le dérèglement climatique. Et dans les faits, beaucoup privilégient la rentabilité court terme plutôt que des actions telles que l'anti-gaspillage. Voilà, il y a plein de solutions qui existent. Je vais peut-être pas vous les reciter, peut-être rapidement. Too Good To Go, Phoenix, vous connaissez. Des magasins spécialisés, Nous Anti-Gaspi.
Charlie's Market et des initiatives. Alors là, on peut saluer, bravo, Chronodrive qui a reçu un prix pour ses initiatives anti-gaspillage, notamment en ayant sauvé 457 tonnes de nourriture, donc c'est quand même assez important pour le souligner en 2024, grâce à ces paniers du jour, donc paniers qui offraient des remises sur les dates courtes, et il y avait des dons qui étaient donnés aux banques alimentaires. Voilà, donc c'est un combat finalement sans fin, la RSE. J'en ai fini pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!